Parlant de grève chez Air Canada, il y a la rentrée aussi qui se prépare tranquillement. Francis Côté est avec nous ce matin, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Est-ce que le fait justement qu'il y a plein d'employés qui sont pris comme ça à l'étranger, est-ce que ça vous impacte pour la rentrée? Dur à dire à ce moment-ci. Vous comprendrez que les calendriers scolaires dans chaque centre de service varient. Les dates de début des journées pédagogiques pour la préparation des cours. Merci. On replace le micro. Ici, lundi, on se réinstalle tranquillement. Ça va bien aller. Voilà, test, là, tout le monde va bien. Non, tapez pas sur le micro, c'est pas bon de faire ça sur l'équipement. Bon, on va vous chicaner. Bon. Donc, est-ce que ça vous impacte? Est-ce que vous êtes inquiet parce qu'il y a des professeurs qui sont prêts à l'étranger? Là? Nécessairement, on a peut-être possiblement de l'impact. Il faudra voir la durée de cette grève-là et des complications, mais oui... on va espérer que sur le terrain, on n'aura pas trop de problèmes d'employés qui vont revenir, mais la plupart, la très grande majorité, de toute façon, vont être au poste. OK. Donc, ça vous inquiète pas trop, ni les élèves non plus. Il y a plusieurs choses sur la planche à dessin là, pour la rentrée. On pense, entre autres, aux enseignants. Tous les postes ne sont pas comblés encore. On dit qu'il y a à peu près 4000 postes d'enseignants à combler. C'est un enjeu là, à l'eau de la rentrée. C'est un enjeu qu'on a depuis quelques années. Cette année, on attendait de voir les chiffres du ministère qui sont sortis la semaine dernière. Quand même encourageant, on est capable de voir la tendance qui s'améliore. Ce qui nous questionnait, c'était quand même le nombre d'enseignants. La semaine précédente, le ministère sortait 100 000 élèves de plus, des besoins particuliers, et que là, de voir un pourcentage, environ 1,5 % d'enseignants de moins au niveau des postes, on se dit, OK, il a fallu resserrer les organisations scolaires. Il a fallu au printemps, quand les coupures ont été annoncées, écoutez, chez nous, dans notre centre de service, des réunions qu'on a pour les préparations budgétaires, on en a eu 4 d'urgence à la fin de l'année scolaire pour fournir un portrait le plus serré possible au niveau de l'organisation scolaire. Mais ça, justement, le fait qu'on ait voulu faire des coupures, finalement, le gouvernement s'est rétracté quelques semaines plus tard, mais ça a eu impact quand même chez vous. Là. Oui, totalement. Au niveau du personnel de soutien particulièrement, les professionnels, les projets particuliers que nous avions, qui ne sont pas des postes, nombre d'élèves génère un poste, tout ce qui était extra, tout ce qu'on avait mis en place pour dynamiser la pédagogie, dynamiser les écoles. Il y a eu un gros temps d'arrêt de mis là-dessus, le temps de voir les choses aller, et la réinjection ne pouvait pas tout réparer. Assurément que nous, on avait annoncé à des éducatrices spécialisées que c'était terminé, le lien d'emploi était rompu, puis que financièrement, c'était impossible. Vous ne pouvez pas les rembaucher dans ce temps-là? Bien, on peut faire un réembauchement, mais je me mets à la place de l'éducatrice qui avait besoin de travail. Bien, elle est allée travailler ailleurs, quand même qu'on leur a rappelé le 28 juillet en lui disant « Ouais, finalement, on a encore des besoins à l'école, peux-tu revenir? » Non, c'était impossible. Fait qu'on... Qu'est-ce qu'on peut conclure de ces décisions-là? Avance-recul, ça a eu quand même un impact chez vous. Là. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'éducation, c'est pas la place où on va aller faire des gains au niveau financier, qu'on va aller récupérer des sommes sans avoir un impact significatif dans le service à l'élève. Ce que je dis ce matin, les directions d'école, les centres de services, on est capable de réfléchir pour faire des choix budgétaires qui vont donner une chance, pas de problème. On n'est pas des dépensiers qui... les deux mains dans le beurre, puis on se gâte, là, c'est pas ça. Sauf que nécessairement, il va falloir que, comme société, on fasse le choix de ne plus faire ce genre de coupe-là de 570 millions dans un centre de service. Dans l'ensemble des centres de service, c'était majeur. Quand vous dites on n'est pas là pour se graisser la patte, entre guillemets, est-ce que vous trouvez qu'on manque de confiance envers votre jugement pour dépenser les fonds? Je ne mettrai pas ces mots-là, c'est pas les miens. Assurément que quand le ministre Drainville nous disait on va s'assurer qu'il faut gérer comme il faut, dans la première sortie qu'il avait faite, il disait c'est les centres de services qui ont réagi en disant on est habitué d'avoir une croissance de 7 %, vous nous demandez une croissance de seulement 5 %, on n'est pas capable de faire avec ça. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Oui, on est capable de se resserrer. Ça fait plusieurs années qu'on le vit, puis ça fait plusieurs années qu'on essaie de faire des bons choix pour les élèves. Mais assurément que ça va avoir un impact si on fait une coupure majeure à ce niveau-là. On s'en sort pas. Donc, on a décidé de revenir en arrière, mais il y a quand même eu impact sur tout le service qu'on veut offrir aux élèves. On dit aussi quand même qu'il y a une classe sur 10 là, qui ne sera pas entre les mains d'un adulte qui a un brevet d'enseignement. Ça impacte quoi, ça, sur l'éducation des enfants? Ça impacte... Puis dans ces chiffres qui avançaient en attendant d'avoir les chiffres officiels, et la moitié ont déjà un bac. OK. Mais bon, mettons la moitié de 10 %, 5 % qui n'ont pas de bac, qui ont seulement, je dis
pas seulement, mais qui n'ont pas les qualifications universitaires pour aller chercher le brevet d'enseignement, parce que oui, tu as connaître la matière, mais le brevet d'enseignement va te former au niveau de la pédagogie, au niveau de l'évaluation, des différents aspects au niveau de l'enseignement qui sont un angle mort plus que prendre un cahier, faire la page 27 à 32 aujourd'hui. On est beaucoup plus... c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça demande beaucoup au niveau des équipes écoles, au niveau des directions d'école, au niveau de l'accompagnement. Il faut vraiment se réinventer. On met des choses en place. On a du mentorat, on a de l'accompagnement, on a des pairages au niveau des enseignants qui ont plus d'expérience, qui accompagnent les nouveaux qui arrivent sur le terrain. Mais on part déjà de très loin. Là, dans Vous trouvez que ça s'améliore pour la rentrée-ci versus l'année passée, par exemple? On est plus habile, on est plus flexible dans les organisations pour faire cet accompagnement-là, mais ça demande beaucoup. Je veux dire, les enseignants, on parle des tâches qui sont quand même assez lourdes, avec des besoins qui sont lourds au niveau de la clientèle, qui se sont alourdis au fil des années. Et en plus, on rajoute que ton voisin de classe, pour la première fois, ouvre un guide pédagogique et doit gérer, la gestion de classe. C'est pas naturel, c'est pas... je l'apprends sur le tas, comment ça se passe. Ça demande vraiment une expérience, une expertise au fil des années qu'on va perfectionner. Même chose au niveau de l'enseignement. Fait que, bon, pour les équipes, ça demande beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Bien, surtout quand on dit 1 sur 10 n'a pas les qualificatifs, même quand on a un bac. Tu sais, moi, j'ai un bac en relations publiques. Là. Demain matin, tu me donnes une classe de première année et je suis un peu mal prise. Là. Je vais vous donner une classe de première année, vous allez être mal prise. Je vous donne un cours de culture citoyenneté québécoise de par votre métier. Vous allez avoir des bonnes connaissances, vous allez être capable de faire un parallèle avec l'actualité, de faire réfléchir les élèves. Tout ça, ça va, mais vous allez devoir produire un résultat, évaluer comment Tommy maîtrise la compétence communiquée au niveau médiatique à la fin de l'étape. C'est autre chose. Je veux dire, on est complètement ailleurs et les parents des élèves que vous allez avoir dans votre classe vont avoir des attentes et je les comprends. Je veux dire, ils vont vous demander comment va mon enfant, comment ça se passe. J'ai entendu dire que ça brassait pas mal la semaine dernière. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau de la gestion de classe? Puis on ne parle même pas des élèves en besoins particuliers. On ne parle même pas du volet adaptation scolaire, mise en place d'un plan d'intervention. C'est vraiment extrêmement complexe. Et bon, ça fait beaucoup quand même d'enseignants, 10%, qui n'ont pas été cherchés, qui n'ont pas eu le temps, qui sont peut-être en voie de... Mais c'est pas fait, là, c'est ça. Est-ce que vous êtes inquiet pour la rentrée? Est-ce qu'on est prêt pour la rentrée? Puis même les profs qui sont qualifiés, ça leur en fait aussi sur leurs épaules parce qu'il faut aider ceux qui n'ont pas nécessairement les qualifications. Donc, est-ce que vous êtes inquiet pour la rentrée? C'est inquiétant. C'est inquiétant. Par contre, on a une confiance très grande envers nos membres, envers les directions d'école sur le terrain. On a une grande confiance envers les équipes écoles. Il y a des professionnels, des gens du soutien. On espère que les chiffres seront bons dans cette catégorie d'emploi-là, mais on est un petit peu inquiets, qui vont faire un travail extraordinaire et qui vont jongler avec cette nouvelle réalité-là. Là-dessus, on est très confiants. Mais... ça reste quand même, somme toute, inquiétant sommairement au niveau de l'ensemble de l'éducation. C'est pas le domaine où les gens veulent travailler, contrairement à v'là 20 ans, où quand tu avais une classe... Ben oui, totalement. Ah oui, hein? Ben oui, il y a 20 ans, tu attendais 8 ans pour avoir ta classe à toi, ton poste, et mon Dieu, c'était un long pèlerinage que tu avais fait en faisant de la suppléance, en ayant ton premier contrat, et finalement, tu obtenais ta classe. Aujourd'hui, des classes, une université qui sortait 100 sortants il y a 20 ans va en sortir 15. Puis sur les 15, il y en a 4 qui vont quitter l'enseignement au bout de 2 ans parce que c'est extrêmement difficile. Là. Ça va pas bien pour nos jeunes. C'est pas facile, mais on essaie de les accompagner, de les aider parce qu'on veut les avoir dans nos écoles, on a besoin de tout le monde. Puis ça serait quoi la solution pour que ça se passe mieux? Là, si on voulait que la rentrée 2025 ou encore 2026 se passe mieux, ce serait quoi les solutions? Il y a plusieurs choses. Un, la valorisation de l'école publique. Un, parler positivement de l'éducation. On fait l'entrevue ce matin, on parle des rentrées scolaires, on parle des changements de règles qui nous arrivent, mais les solutions vont venir du terrain. On avait des ministres la semaine dernière qui se réunissaient puis qui avaient en tête on veut vous écouter pour revenir fort, on veut que les partis d'opposition nous écoutent, on veut que etc. Écoutez-nous, écoutez le terrain, ce qui se passe vraiment dans les écoles et faites confiance aux organisations scolaires qui savent qu'est-ce que ça prend dans chaque école pour bien accompagner les enfants.
Mais bon, les solutions, je vous le dis, ne viendront pas nécessairement d'en haut. Le top-down, on l'a essayé en 2000, puis ça n'a pas marché. Fait qu'en 2025, on peut-tu penser autrement et trouver nos solutions sur le terrain. J'invite d'ailleurs dans l'émission, j'ai envie d'ajouter la voix de Mélanie Laviolette, qui est présidente de la Fédération des comités de parents. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Comme les parents, comment ça se passe, l'angle parental de faire cette rentrée scolaire finalement? Mais j'écoutais les préoccupations, puis je vous dirais que ça se répercute aussi chez nos parents. Donc, on veut s'assurer que nos enfants vont avoir le meilleur enseignant possible pour faire pour leur apprendre en fait ce qu'ils ont besoin d'apprendre, mais également de s'assurer qu'il y a une stabilité dans le réseau. Puis je pense que c'est ça qui vient nous chercher un petit peu plus. C'est ces inégalités-là où d'une année à l'autre, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce que nos enseignants seront au rendez-vous? Est-ce que les professionnels qui les entourent seront au rendez-vous? Donc, ça fait partie des préoccupations que nous avons effectivement. Et je rejoins monsieur dans son message là, tout à fait en disant que ça prend une stabilité, ça prend un milieu qui est attrayant, attractif, mais surtout stimulant puis qui donne envie d'y rester. Là-dessus, on se rejoint tant les parents que les professionnels. On a besoin de stabiliser ce réseau-là si on veut finir par le régler le problème de pénurie de personnel. Mais j'ai l'impression qu'on en parle à chaque rentrée, mais que ça change pas bien. Pas tant. Effectivement, ça revient. On comprend que c'est difficile, que la classe change aussi, que la clientèle, si je peux dire ainsi, de nos enfants a changé dans les dernières années, mais c'est l'insécurité, je vous dirais, au niveau du financement du réseau qui vient jeter une pierre à un moment donné. Si on voit pas la fin de cette difficulté-là, c'est difficile de rester positif et de vouloir continuer. On a besoin d'un petit peu d'air frais là, pour se dire qu'on va finalement y arriver, que ça va fonctionner. Mais en même temps, de mon côté, le message que je répète toujours, travailler en collaboration avec les équipes écoles, c'est notre rôle de parent de le faire. Ça permet beaucoup de faciliter les choses, d'améliorer la communication, de travailler en équipe. Ça enlève un peu de la charge aux enseignants et au personnel de soutien aussi quand on est là comme partenaire avec le réseau scolaire. Mais est-ce que les parents sont là? Parce qu'on a reçu quand même plusieurs témoignages dans les derniers mois de parents, justement, qui laissent l'école éduquer à 100% leurs enfants. Tu sais, des enfants qui arrivent puis qui savent pas comment même avoir des aptitudes, des fois en société aussi, ou à la maison, il n'y a pas beaucoup d'encadrement, ou encore on remet en doute l'autorité des professeurs. Il y a ça aussi qu'on a beaucoup entendu. Ça a changé, ça a beaucoup changé. Si je reviens à moi quand j'étais étudiante il y a plusieurs années, mais ceci dit, le rapport avec l'enseignant, avec l'école a changé. Faut qu'on reprenne notre rôle de parent. Hein, et l'éducation et les apprentissages se font aussi à la maison. Faut qu'on reprenne ça et de prendre la part qui nous appartient. Donc les apprentissages académiques, pédagogiques, oui, ça appartient à l'enseignant. Tout le reste, ça nous appartient à nous comme parents, puis ensemble, on travaille pour que ça se jumelle puis que ça se poursuive d'un côté comme de l'autre. Donc, faut se réappatrier notre rôle de parent, s'assurer qu'on le fasse convenablement, puis de valoriser l'école. On le dit encore beaucoup, mais c'est important. Il faut que le parent valorise l'école. Impossible que l'enfant trouve ça important si nous-mêmes, on dénigre de notre côté. Francis Côté, vous vouliez réagir? Entièrement d'accord avec vous. Meilleur exemple, c'est le cellulaire. On va faire une rentrée scolaire avec le cellulaire qui sera interdit. L'utilisation sera interdite. Le terrain de l'école, laissé au casier, aller en classe. Et la discussion doit être à partir de la maison. C'est pas une règle école. L'utilisation du cellulaire, le temps d'écran, on était d'accord avec la commission qui a parlé du temps d'écran. Il n'y a pas de problème, on peut mettre des règles en place, mais il faut que la discussion avec les parents qui a eu lieu à la maison, qui explique aux jeunes, regarde, on t'offre le cadeau de la déconnexion durant la journée scolaire. L'école, c'est pour les bonnes raisons qu'elle le fait. C'est sûr que si la jase le matin, ça n'a pas de bon sens que tu n'aies pas ton sel, je veux te parler, c'est avant midi parce que ton chien est malade. Voilà. Et ça, on a vu beaucoup de parents qui étaient contre cette nouvelle réglementation-là. Est-ce que les écoles sont prêtes pour ça? Parce que ça entre là, la rentrée, il y en a qui commence aujourd'hui. Là. Exactement. Est-ce qu'on est prêt pour ça, l'interdiction des cellulaires à l'école? Est-ce que tout est en place? Les discussions se poursuivent présentement dans les équipes écoles. Ça va être amené au conseil d'établissement. Rappelons que oui, tu peux avoir une règle ministérielle, mais les décisions sur l'application de ces règles-là, c'est le conseil d'établissement. Il y a des parents autour de la table, il y a l'équipe école, la direction qui va voir maintenant comment
avoir une vigie et oui, régir l'utilisation du cellulaire, mais il faut que chacun des milieux puisse donner sa couleur à l'application de cette règle-là. Mais là, comme la rentrée est imminente, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à l'appliquer encore. Ce sera complexe, ça va prendre des discussions, ça va prendre de l'éducation avec nos jeunes. Écrire une règle sur un papier, c'est la partie la plus facile. L'appliquer de façon cohérente dans un milieu, c'est là le défi. Est-ce que c'est précipité de l'imposer en septembre? Plusieurs écoles avaient déjà cette tendance-là à vouloir aller vers ça. L'appliquer en septembre, bon, est-ce que c'est rapide? On aime toujours avoir un peu plus de temps pour bien camper la discussion avec les milieux scolaires, avec les maisons, avec chacun de nos jeunes. Par contre, oui, on va être capable de l'appliquer comme on l'a toujours fait. Est-ce qu'on sait comment on va procéder? Est-ce qu'on met le cellulaire dans une enveloppe? Est-ce qu'on sait comment ça va se passer, cette espèce d'interdiction-là? Comment on gère le cellulaire à l'entrée puis à la sortie? Les règles que j'ai lues qui ont été élaborées à partir de ça, c'était simplement, tu arrives, tu le déposes dans le casier, tu le récupères à la fin de la journée. Les défis restent que... on peut le mettre dans notre poche de pantalon. Ben, c'est ça. Ben oui. Là, bon, on va surveiller les poches de pantalon, puis on va chicaner quand, admettons, on se dit, bon, premier avertissement, deuxième, saisie du cellulaire, le parent vient le chercher. Il y aura des règles, il y aura une gradation de tout ça, mais assurément que, bon, est-ce qu'on met beaucoup d'énergie là-dessus présentement? Je pense que notre préoccupation est la réussite scolaire, plus que l'interdiction du cellulaire pour la rentrée, mais il va falloir avoir cette discussion-là avec nos jeunes. Et voilà, c'est ça. Pour les parents, il y a beaucoup de parents, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, s'objecter au cellulaire. J'avoue, je suis surprise qu'on s'objecte à ça. Moi aussi. Je dirais qu'on a tendance à reporter chez nos jeunes notre propre insécurité par rapport à la déconnexion ou le besoin qu'on peut en avoir dans le courant de la journée. Les jeunes, par définition, sont de un beaucoup plus résilients, mais s'adaptent beaucoup plus facilement qu'on peut l'imaginer. Et oui, il va y avoir une période de transition. On va probablement regarder nos jeunes se promener comme des zombies un petit peu dans les corridors, là, en sachant pas trop quoi faire, mais ils vont trouver leur solution. Ils vont trouver à s'occuper, à se tenir, à se tenir stimulés quand même. Ça m'inquiète pas du tout. On parlait de collaboration entre l'école et la maison, c'en est un bon exemple. On peut pas dire à notre jeune de contourner la règle, on peut pas dire à notre jeune de ne pas respecter la directive parce que nous, on n'est pas d'accord. Il y a des règles en société, on se doit de le faire. Puis j'ai aimé ce que M. Côté a dit, on leur fait le cadeau de la déconnexion. Dieu que j'aimerais avoir ce cadeau-là, moi aussi, parfois, parce que je déconnecte pas mais tant. Ça, c'est notre perception. Mais je vois beaucoup de parents réfractaires. Qu'est-ce qu'on fait avec un parent qui ne veut adhérer? Il y en a plein, là, j'en ai vu là, sur les réseaux. C'est épouvantable, les commentaires que j'ai pu lire. Qu'est-ce qu'on fait avec un parent qui veut pas embarquer? Ben, je vais vous dire de mon point de vue de parent, parce que j'en ai un qui s'en va en secondaire 3 qui va être soumis à cette directive-là. Je pense pas qu'on rende service à son enfant en l'emmenant à défier la directive, premièrement. Ça envoie un drôle de message de comment est-ce qu'on doit se comporter en société. Puis là, je parle pas de rentrer dans le moule ni rien de ça, mais je pense que on se doit quand même d'amener notre enfant puis à nous-mêmes à être raisonnables par rapport à ce rapport-là. On peut ne pas être d'accord. OK, mais notre enfant n'a pas à subir les conséquences. Puis, tu sais, chaque décision qu'on prend a une conséquence, une responsabilité qui vient avec ça. Puis, ben, le jeune, il va devoir faire face à la responsabilité et à la conséquence du choix qu'il aura fait. Puis, ça sera de voir de quelle façon le parent va gérer par la suite. Mais j'appelle vraiment les parents à collaborer. Pour ça, c'est pas grave là de pas avoir son cellulaire dans la journée. Les moyens de rejoindre sont disponibles. Puis, une vraie urgence, on est capable de rejoindre tout le monde. Ça, il n'y a pas de souci. Puis, il faut le voir d'une autre façon. Ça fera de plus belles discussions en fin de journée, là, à l'heure du souper. On pourra parler ensemble parce qu'on ne se sera pas raconté notre journée toute la journée. Il y a des enfants quand même qui agissent en mimétisme, là, qui regardent le parent qui a toujours été sur son cellulaire. Je parle pas des ados, mais plus des jeunes, là, les 1, 2, 3, 4e année. Souvent, on voit les adultes toujours sur le cellulaire. On fait un peu la même chose. Le cellulaire, donc, ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas tout à fait prêt encore avec les échelles. C'est quoi les punitions si on est pris en classe? Qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que c'est sûr que quand on met des règlements, je me remets à l'âge de 15 ans, tu veux les contourner. Là, ça fait partie de l'ADN d'avoir 15 ans.
Puis, ce qui arrive, plusieurs écoles ont déjà commencé une réforme des codes de vie depuis 1 an, 2 ans, en changeant une approche développementale. Ce qui est dans le règlement, les règles sont là, le code vestimentaire, le respect du matériel, la façon dont on s'adresse aux personnes, l'utilisation du cellulaire, du matériel faisait partie de ça. Mais quand on les construit avec l'équipe école, en collaboration avec les parents, on discute avec les jeunes. Donc, c'est ce bout-là qui nous manque. Il y a comme une période tampon peut-être pour cette rentrée scolaire-là qui ne sera pas parfaite. Là. Exactement. Il faut se donner un petit peu de temps puis le voir aller. Il y a aussi le vouvoiement. On dit que le vouvoiement devrait entrer en classe en janvier. Oui. Ce matin, il y avait une sortie, entre autres, de la Fédération, je cherche le nom. Là. Exactement. Eux autres nous disaient qu'il faudrait peut-être attendre un petit peu plus tard, là, en 2e année, pour instaurer le vouvoiement. Oui. Vous pensez quoi de ça? Nous, personnellement, on n'irait pas jusqu'à donner une règle ou à suggérer comment faire la règle. C'est des choses qui appartiennent aux équipes écoles. Quand tu as des problématiques, des défis particuliers dans chacune de nos écoles avec des classes d'adaptation scolaire, une clientèle plus jeune, on peut pas avoir tous la même façon de faire et la même efficacité. Faut respecter ce pouvoir-là des écoles. Et sur celle-là particulièrement, on aimerait vraiment que ça reste aux équipes écoles de prendre des décisions et ils l'ont toujours fait, prendre la bonne décision pour maintenir un niveau de respect et de civilité. Je pense pas qu'une règle ministérielle va appuyer le propos. Mes collègues sont pas d'accord avec moi, mais moi, je trouve que le vouvoiement, je suis pas sûre. J'ai comme l'impression que le manque de civisme est plus générique que ça. J'ai l'impression que des fois, tu peux envoyer paître quelqu'un en le vouvoyant pareil. Moi, c'est mon opinion. Mais quand même, le vouvoiement, est-ce que les parents voient ça d'un bon œil? Est-ce que les parents seront capables de l'appliquer? Parce que visiblement, si on en vient à mettre une règle, c'est parce qu'il y a un problème de civisme. C'est qu'on envoie chenailler nos professeurs. Là, cette décision-là n'a pas été prise pour rien. Je ne sais pas si on s'attaque à la bonne chose, mais quand même, on essaie quelque chose. Est-ce que les parents adhèrent à ça, le vouvoiement? Mais je vous dirais que vous l'avez bien nommé, le manque de civisme est plus sociétal que juste dans nos écoles. Là. C'est en général que ça s'est perdu. Dans une grande majorité des écoles, le monsieur, madame est déjà instauré. C'est déjà une façon de faire, de s'adresser à l'enseignant qui est assez courante. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas grand changement. Tu sais, là, ça va juste être at large, mais dans la majorité des classes, des écoles, c'est déjà le cas. Il y a des enseignants qui sont plus ou moins à l'aise avec ça, qui vont d'emblée le nommer. Je préfère que vous m'appeliez par mon prénom. Et ça instaure quand même le respect. Donc là, oui, il y a une directive qui est mur à mur. Vous le savez, chez nous, à la Fédération, on n'est pas très friand de ce genre de mesures-là parce que justement, dans chacune des écoles, avec les conseils d'établissement, les codes de vie, tout est déjà là pour qu'on puisse prendre ce genre de décision-là. Maintenant, on s'adapte le mieux qu'on peut, mais je pense pas que ça va faire ça sera pas un changement majeur dans le sens où est-ce qu'il y avait déjà des règles de respect qui est instaurées dans nos écoles. Moi, ce que je me demande, c'est comment on sévit. Par exemple, là, Tom, on va reprendre Tom, là, il vous voit pas, puis il appelle Mélanie. Hey, toi, Mélanie, comment ça se passe ta journée? Qu'est-ce qu'on fait avec un tu? Est-ce qu'on le punit? Il va-tu en punition? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ça va prendre ces discussions-là, voir qu'est-ce qu'on fait avec ça et une application uniforme. Ce qui fonctionne quand on implante des nouvelles règles dans un code de vie, c'est dans l'application, je le disais tout à l'heure. Et c'est vraiment important qu'on ait discuté et on soit conséquent avec ça. Mais c'est certain qu'envoyer au centre ressources en secondaire 3, parce que tu n'as pas dit Madame Mélanie, tu as dit Mélanie, la première fois que tu l'utilises, bon, écoute, à un moment donné, je pense pas que ça aille aussi loin que ça. Ça va prendre des discussions beaucoup plus que des conséquences, mais il va falloir avoir en amont réfléchi à ces conséquences-là. Ce qu'on dit, entre autres, ce qu'on nous dit, entre autres, de l'association, je vais retrouver ma feuille, Association québécoise du personnel de direction d'école, ce qu'on dit, c'est que les jeunes, entre autres, première année, ils ont de la difficulté avec les pronoms. Donc, de leur demander de vous voyer, eux autres mêlent déjà le je, tu, il. C'est un peu complexe pour eux, ce concept-là de vouvoiement. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec ça? Effectivement, oui. Avec la clientèle plus jeune, il y a beaucoup d'autres enjeux que l'utilisation du bon pronom avec le bon monsieur ou madame devant le prénom de ton enseignante. On n'est pas là dans le débat. C'est sûr que le vouvoiement, le cellulaire, ça fait réagir au 187 Cube Radio. On a Hélène qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, Hélène. Bonjour. Hélène, vous vouliez réagir sur le cellulaire à l'école, l'interdiction du cellulaire pour la rentrée. Ben oui, mon opinion là-dessus, c'est que je trouve que les jeunes se servent trop des cellulaires, puis même nous autres, là. Je suis dans les 70 ans, moi aussi, je suis
je suis moins accro, mais on s'en sert beaucoup, je trouve. Et puis, je me disais que d'apporter un changement à l'école, moi, je trouve que c'est de trop, un cellulaire, surtout quand je vois des enfants de 10 ans se promener avec ça, le nez au parc, ils sont au parc pour aller jouer, puis ils ont le nez collé sur le cellulaire. Mais je me dis aussi que il y a un changement que le gouvernement essaie de faire. Puis je me dis, si les jeunes, au lieu de se rebeller puis d'y voir tous les inconvénients de ne pas avoir leur cellulaire, ils laisseraient quelques semaines de voir comment ça se passe, pas de cellulaire, peut-être qu'ils accepteraient plus la chose puis qu'ils y trouveraient des bons côtés. Fait que je me dis, c'est un petit peu partout dans notre vie. Des fois, il arrive des changements, que ce soit un déménagement qu'on souhaitait pas, que ce soit dans n'importe quel domaine. Ben, des fois, essayer de s'adapter puis de dire je vais essayer d'être résilient un petit peu puis de voir le nouvelle façon de faire, le nouveau côté là, tu sais. Ouais. Des fois on s'adapte puis on trouve que c'est pas si pire. Coudon. Donc vous êtes pour là, l'interdiction du cellulaire à l'école? Oui, dans certains cas, c'est vrai que des fois, tu veux rejoindre, il y a quelqu'un de malade dans la famille ou peu importe, il peut y avoir des cas, mais dans le temps, moi, mes enfants, je suis plus vieille, fait que dans le temps, il n'y avait pas de cellulaire à l'école. J'avais à les rejoindre, j'appelais la direction, puis ça traînait pas. Là. Nous autres, au fait, on était contents que nos parents puissent pas nous rejoindre dans le temps, on aimait ça. Mais bon, c'est ça. Mais c'est vrai, par contre, je dois dire, si je me porte à la défense des jeunes, parce que moi, j'étais de ces rebelles qui haïssaient ça, les règlements, c'est sûr que quand tu me disais non, j'avais le goût que tu me dises oui, fait que j'allais tout faire pour... Fait que je peux comprendre, mais Hélène, vous, c'est que vous avez la sagesse, hein? Vous avez la profondeur d'analyse. Oui. C'est ça, peut-être, qui manque des fois quand on a 15 ans. Exactement, c'est ça. À cet âge-là, moi aussi, je me serais probablement rebellée. Mais si je peux leur dire qu'avec de l'expérience, moi, je vois bien que des fois, on nous apporte des nouveautés qui sont pas toujours mauvaises. On voit rien que pas le bon côté. Ben, essayez donc de faire un pas dans la bonne direction. Ça sert à rien de se rebeller puis de essayez-les, on va voir. Tu sais, non, mais Hélène, moi, je vous engagerais quand on veut tempérer un débat, là, je trouve que vous nous aidez à nous calmer. On a besoin d'enseignantes. Avez-vous du temps libre? J'ai déjà enseigné, puis je pense que je vais passer mon tour. Bon. Je le ferai plus. C'est bon, Hélène. Merci d'avoir appelé, puis on vous souhaite une belle semaine. Non, mais c'est vrai, par contre, parce que je sais que les jeunes, on leur dit tout le temps, ben voyons donc, on le sait, là, il y a une donnée qui est sortie dans les derniers mois, là, qu'une personne sur 2 serait myope en 2025 à cause des écrans, pas que les jeunes, les adultes aussi, parce qu'on est trop dans la face dans nos téléphones. Puis on le sait, c'est pas bon pour les yeux, c'est pas bon pour la concentration, les jeunes ont moins de bons résultats. Tout est là pour interdire le cellulaire, puis je le comprends parce que on a appris à relativiser, mais... Moi, je me remets dans la peau d'un jeune de 13, 14, 15 ans, puis je comprends pourquoi ils veulent se rebeller. C'est un nouveau règlement. C'est comme dans l'ADN d'un jeune de ne pas être d'accord avec les règlements. David est là au 187 Cube Radio. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Vous vouliez réagir? Bien, en fait, premièrement, à propos du cellulaire, je suis totalement d'accord. On n'est pas mort de ça. On n'en avait pas, puis on a réussi. Super bien été. Mais de mon côté, oh non, David, ça coupe. Je sais pas où vous êtes, là, le réseau cellulaire. Non, mais ça, c'est un autre cas. Les réseaux cellulaires, c'est de moins en moins bon. David, est-ce que vous nous entendez toujours? Il y a un peu moins de signal. Commencez, ça marche. Là. On vous prend, on vous pogne. Allez-y. Excellent. Donc, en fait, c'est beaucoup plus à propos du vouvoiement. Il y a 25-30 ans, quand moi j'étais au primaire, voire même au secondaire, on ne vous voyait pas les professeurs. Il y avait une marque de respect. Je pense, j'ai pas la science infuse, mais on avait peur de nos parents. Moi, j'avais peur de mes parents. Il n'aurait pas fallu que l'école envoie un message à mes parents. J'avais peur des conséquences. Et je me rappelle, j'avais un beau-fils il y a 3-4 ans. On a rencontré le professeur, une rencontre de parents. Puis la première chose que je lui ai dit, c'est tout ce que tu vas me dire, je vais te croire. Pas que, tu sais, je veux dire, les règles, c'est toi qui les établis, c'est ta classe. Puis de me répondre, le professeur à l'époque, ben, donne pas une double conséquence. Je comprends, mais je pense qu'il est important pour nous d'avoir une cohérence. Tu sais, j'avais pas les parents, j'ai un énorme respect pour à l'école. J'ai un énorme respect pour le professeur qui m'apprenait également. Mais puis à la maison, c'est vrai que dans le temps, nous autres aussi, on avait peur de nos parents. Là. Puis à l'époque, justement, sans le vouvoiement, il n'y avait pas de manque de respect ou il n'y avait pas de débordement. Là. Il n'y avait pas de débordement. L'enfant se faisait isoler, il sortait je me rappelle pas, dans une salle de dégagement. Puis c'était fini. On n'en parlait plus. On continuait la classe. Donc, mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On parle souvent des enfants avec des besoins plus adaptés. On n'avait pas de TES. Ça n'existait pas dans le temps. On n'avait pas tous ces professionnels-là. Puis c'est correct. Mais je trouve c'est bien qu'on donne une grande importance aux jeunes,
mais il faut respecter les professeurs. On a de la misère à en avoir, on les perd. Ils vont étudier en enseignement, ils partent en construction, c'est plus payant. Fait que si on leur met des bâtons dans les roues, à mon avis, on n'aide pas la société, on n'aide pas nos jeunes non plus. Merci pour votre témoignage, David. Il y a Claude aussi, là, au 187 Cube Radio, qui dit c'est pas parce que tu tutoies que tu es impoli. Ça, c'est une question aussi qui chicote. Donc, le vouvoiement, pour vous, là, autant Mélanie que Francis, en terminant, là, ce serait pas nécessaire dans les écoles. En fait, l'école décidera. L'école pourra avoir une discussion avec les jeunes et établir des façons, des angles qui vont correspondre à la clientèle qu'ils vont avoir dans les écoles, des plus jeunes, des plus vieux, des besoins particuliers. Mais il faut que ça appartienne un peu plus au milieu que d'avoir une règle universelle qui va, pour l'ensemble de la population, augmenter le niveau de civilité. Mélanie Laviolette, en terminant, présidente de la Fédération des comités de parents. Un petit peu dans le même sens, je crois que l'important, c'est de réintégrer le civisme et le respect l'un envers l'autre. Et ça va dans les deux sens. Hein. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on arrive à des résultats qui sont concrets. Mais voyez-vous une dégradation? Qui est plus ou moins... Est-ce que vous voyez une dégradation du civisme dans les écoles? Dans les écoles, mais dans la société en général. Je pense que ça se perd. Depuis quelques années, c'est de pire en pire. On dirait que les gens ont perdu le filtre de ce qui se dit, ne se dit pas. Puis on perd le respect. Donc, effectivement, on parlait tantôt de mimétisme de nos enfants. Si nos enfants nous voient insulter ou parler en mal de tout le monde autour, ben c'est certain qu'ils vont répéter la même chose à l'école. Donc, ça commence par nous. Les parents, on parlait d'éduquer nos enfants tantôt, on commence par ça. Peut-être regarder de quelle façon on agit, de quelle façon on réagit à un événement aussi. Notre enfant va faire la même chose. Donc, si on est respectueux envers les autres, ils vont l'être aussi. Donc, c'est vraiment de l'éducation à sa plus simple expression, là. Mélanie Laviolette, Francis Côté, merci à vous deux d'avoir participé à la discussion. Maintenant, ce sera les jeunes. La parole est aux jeunes dans les quelques minutes. Hein, le cellulaire au volant, comment ça implique les jeunes? Que pensent les jeunes? Vous pouvez toujours réagir, vous le savez, 187 Cube Radio pour nous rejoindre.